Alors, c'est enregistré, ça y est, c'est parti. Alors, on est un peu stressé, vous imaginez, the premier webinaire de France Patient Expert Addiction. Alors, je vous donne un scoop, il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres de façon régulière. Tout ce que vous voulez savoir sur les pères aidants, les patients partenaires, les patients ressources, les patients experts, mais tout ce que vous voulez, vous le saurez dans cette série de webinaires. Et nous allons parcourir avec le regard des PEA le monde insoupçonné des addictions. Et Dieu sait si elles sont nombreuses et s'il y a plein de choses à dire. Alors aujourd'hui, pour ouvrir le bal, je suis bien entourée. Moi, je vais être la gentille animatrice. Je vais poser les questions et vos questions si vous en avez. Donc, j'ai le plaisir et le grand plaisir d'accueillir Fanny Desmoureaux-Casalis, qui est médecin addictologue au CH Mont-de-Marsan. Bonjour Fanny. Bonjour. Sandra Dolreil, qui est psychologue addicto au CH Mont-de-Marsan aussi. Bonjour Bonjour à Sandra. tous. Nicolas Jambon, qui est psychologue addicto au CH Mont-de-Marsan toujours. Bonjour Bonjour à Nicolas. tous. David Dodignon, qui est président de FPA, mais qui est aussi patient expert au CH Mont-de-Marsan. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Ariane Pommery de Villeneuve, qui s'est fait piquer ses affaires, mais qui est là quand même, et qui est patiente experte à l'hôpital Paul Brousse à Paris et à l'hôpital Bichat, aussi formatrice en santé du travail. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Et enfin, Alain, qui est responsable formation à France Patient Expert Addiction, qui est le monsieur loyal de ces webinaires et qui a assuré leur mise en œuvre. Bonjour et merci, Alain. Eh bien, tu mets ton micro quand tu parles, ça ira mieux. Et nous avons aussi Christophe Vidal, collègue infirmier au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Eh bien, bonjour Christophe, excusez-moi, je ne Bonjour à vous tous. avais pas vu Bonjour à et tous vous n'étiez simplement, mais pas c'est dans pas ma grave. liste. C'est Voilà. pas grave. Et bonjour à tous et à tous. Donc moi, je vais couper ma caméra pendant l'échange. Je réinterviendrai à la fin. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler du PEA, du patient expert addiction, dans une équipe pluridisciplinaire avec justement l'équipe du CH Mont-de-Marsan, un PEA qui intervient à Mont-de-Marsan, David, et une patiente experte intervenante à la PHP, c'est notre amie Ariane. Alors, on y va tout de suite. Première question, mais comment qu'ils sont recrutés les patients experts addiction, hein? Qui prend la parole là? Comment vous l'avez recruté, David? Et Ariane, tu nous diras comment tu as été recruté. Alors, je commence. Oui, Alors, vas-y. ce qui s'est passé, c'est lors de ma certification pour devenir patient expert certifié, nous sommes dans l'obligation de faire un stage. Et ce stage, je l'avais demandé au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Et bon, il s'avère que l'équipe me connaît un petit peu. Mais on a créé du lien et tout de suite, l'équipe a vu la plus-value que pouvait apporter mon expérience auprès de certains patients. Merci, David. Alors, l'équipe, sur quoi vous vous êtes basé pour recruter un patient expert addiction? C'est quoi que vous avez cherché en termes de compétences, de connaissances? C'est quoi que vous... Comment ça s'est passé pour vous? Et ça fait quoi? Qui répond? Voilà. Répondez chacun à votre tour. Ouais. Dès que quelqu'un a quelque chose à dire. J'allais dire, enfin, pour nous, c'est un peu un concours de circonstances aussi, hein. Je crois que c'est parce qu'on connaissait David, qu'il était dans cette démarche. C'est lui qui nous a fait connaître le métier. Donc les choses se sont faites, j'allais dire, pour l'hôpital de Mont-de-Marsan, vous me corrigez, les collègues, si je dis des bêtises, les choses se sont faites peut-être un petit peu à l'envers, en fait. C'est David qui nous a fait connaître le métier. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être vraiment une plus-value pour notre prise en charge. Et donc, du coup, on a foncé dans le projet. On va dire que ça s'est vraiment fait comme ça. Et les compétences, on est sur un niveau d'horizontalité, de bienveillance. Donc, on cherchait vraiment ces critères-là. Et bon, et David les remplissait. Donc, Mhm. c'était assez simple, en fait. D'accord. Pour ma part, je suis arrivée dans le service donc un peu plus tard. David était déjà donc en action.
en tant que patient expert. Donc, c'est vrai que j'ai découvert un collègue de travail qui faisait partie des réunions pluridisciplinaires. Son avis compte autant que en fait un autre collègue de l'équipe, hein, que ce soit les infirmiers, les psychologues, les médecins. Donc en fait, ça fait vraiment partie intégrante du parcours du patient, de son accompagnement. Et en fait, ça fait vraiment le pont. Moi, pour les patients que je suis, donc qu'on a en commun avec David, ça permet vraiment de faire le pont et de faire la porte d'entrée dans le soin et d'avoir un autre regard que nous, on n'a pas en fait, hein, une expertise, apporter cette expertise que aucun membre de l'équipe ne l'a. Et on a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui est très investi. Ça, c'est vrai, comme disait Sandra, voilà, c'est peut-être aussi à des concours de circonstances, des rencontres qui se font. Donc, il y a aussi l'investissement personnel, comme dans chaque métier, hein, voilà, de l'apport que chacun apporte à l'équipe. Alors, vous avez parlé de métier, vous avez parlé d'expertise. Là, ma question, elle est pour Christophe et Nicolas. Quelles sont les compétences concrètement que vous attendriez ou que vous attendez d'un patient expert dans cette fiche de poste métier? Qu'est-ce que vous lui demandez de savoir faire à ce patient expert? Ouais, alors je vais bien commencer. Alors moi, quand je suis arrivé dans le service, David arrivait tout juste également. Alors, ce que j'attends de David, en fait, euh, j'ai vite compris et il m'a vite rassuré si j'avais besoin de l'être, mais je pense pas, sur le savoir qu'il a de transmettre et de vulgariser son expérience, la rendre très humaine. Euh, il sait la raconter pour intéresser les gens et en tout cas avec un langage qui parle vraiment à des personnes qui connaissent la même chose que ce qu'il a traversé, quoi. Et donc moi, si j'attends quelque chose, et je suis pas dans une position d'attente, c'est-à-dire que moi, pour moi, David est une personne ressource, et je rejoins là Fanny, comme un autre collègue et du service, pour qu'il amène à son tour son expérience. Ça, c'est très important, qu'il amène son vécu, et il a ce langage. Alors, David, tu me reprends si je me trompe, mais tu as ce langage assez terre à terre que nous, on n'a peut-être pas. Ce langage un peu d'ancien, d'une personne qui a eu un trouble à l'usage marqué et qui sait, quand une personne est très, par exemple, est très dans l'ambivalence, est très dans, voilà, où il y a pas mal d'hésitation, ou en tout cas quelque chose qui est un petit peu bloqué, David peut arriver et met un peu, parce qu'il a cette crédibilité-là que nous, on n'a peut-être pas, hein, de mettre un peu les pieds dans le plat quand nous, on ne peut pas le faire parce qu'on serait peut-être stigmatisant ou jugé stigmatisant. Lui, Mhm. il a cette épaisseur-là, quoi. Il a ce vécu-là qui lui permet des fois de dire, bon, écoute, prendre la personne un peu entre quatre yeux et dire, bon, voilà, tu me dis ça, 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 voilà, moi, voilà, on va se parler franchement, quoi. Et moi, si des fois, il peut amener ça, et il amène ça, et ça peut débloquer des trucs. Et ce que je voulais rajouter, c'est que également, il peut être initiateur il peut rencontrer des personnes qu'il peut nous amener aux soins, qui accrochent pas aux soins, et il nous les amène. Et en même temps, il participe, il amène son expérience aussi dans les formations que nous faisons auprès du personnel hospitalier. Sur les 2 jours qu'on fait, le premier jour, en fin de journée, il amène son témoignage, des échanges et sur des ateliers que nous mettons en place. Et c'est très important parce que souvent, quand on fait le bilan des 2 jours de formation, il ressort très souvent que ces témoignages-là amènent du concret sur une théorie qui est développée sur 48 heures, quoi. Donc, Mhm. c'est très, 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 très important. Et nous, j'ai envie pour finir, il nous amène vraiment du terre à terre et du concret, quoi. Voilà, Mhm. et du vécu qui est hyper étayant, quoi, en fait. Mhm. Donc, du concret, de la Ouais, capacité de faire lien entre le patient et l'équipe et ce ouais, bilinguisme, c'est-à-dire qu'il est ouais, capable de parler et le langage du patient et celui des équipes soignantes classiques, on va exactement. dire. Nicolas, quelles compétences vous recherchez-vous chez un patient expert?
Justement, c'est ce côté vraiment de sincérité par l'expérience que le patient expert a vécu, donc là, en l'occurrence David, de pouvoir le transmettre à la fois aux collègues pour que nous, on puisse apprendre de ça, parce que grâce à David, il y a plein de choses que sur lesquelles j'ai pu ouvrir les yeux, parce que la fac, c'est bien beau, on apprend des choses, mais on est loin de tout apprendre. Et là, de passer par l'expérience d'une personne, ça change tout. Et compétence aussi au niveau de l'entourage, c'est-à-dire que donc nous, avec le service, on met en place l'accompagnement pour l'entourage, et ça a été notamment initié avec David. Et donc lui a cette double casquette, peut-être encore plus que nous, où il est vraiment à la fois avec les patients qui l'accompagnent et aussi l'entourage de ces patients-là. Et donc d'avoir aussi son vécu, le vécu de son entourage à lui. Donc en fait, indirectement, son entourage devient aussi entourage expert, on pourrait appeler ça comme ça. Et ce qui nous permet par la suite de développer nos compétences lorsqu'on accompagne l'entourage de notre côté. Et quand David participe aux ateliers entourage et qu'il vient de témoigner de son vécu par le passé, ça permet aussi à l'entourage qui sont en souffrance aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur certaines choses, surtout de prendre du recul. Et en fait, c'est ça, la compétence, je pense, principale, ce serait que les patients experts puissent avoir cette capacité de permettre aux autres, que ce soit entourage et patients, de prendre du recul par leur D'accord. témoignage, leur expérience et leur sincérité. Et il n'y a pas besoin de grandes théories ou de choses comme ça, mais simplement d'arriver par les mots et l'écoute et la présence à faire un peu relativiser, à faire prendre du recul sur pas mal de choses où on est tout le temps dans l'urgence, il faut faire ci, il faut faire ça, faites ci, faites ça, et qu'en fait, non, mais des fois, il y a rien à faire. Mais, et quelqu'un qui est passé par là et qui l'a vécu et qui peut le traduire, ça change tout. D'accord, merci. Donc, un savoir expérientiel, ça c'est quelque chose d'essentiel, utile à l'équipe, aux patients, mais aussi à l'entourage dans une forme de proche aidance par rapport aux personnes qui souffrent de la maladie addictive, et une prise de recul pour tous en fait, hein, parce que le concret, le vécu, ça permet de prendre, de l'autre nous permet de prendre du recul et faire sens par rapport à notre propre vécu, notamment pour les proches et l'entourage. Ariane, sur quelles compétences, toi, tu as été recrutée aussi bien Paul Brousse qu'Abisha? Qu'est-ce qu'ils ont été chercher chez toi? Alors, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de bruit parasite. Vas-y, pas grave. À l'origine, sans partir trop loin, c'est parce que c'est les soignants qui m'ont, finalement, comme vous avez repéré David, c'est les soignants qui ont repéré que finalement, quand j'intervenais dans les formations, je me décentrais et que j'intervenais plus, non pas pour me raconter, mais pour aider les autres. C'est comme ça que, c'est comme ça que j'ai été repérée, en fait. À la suite de ça, j'ai suivi et co-construit une formation de patient expert. Et j'interviens, là, quand je parle, j'interviens vraiment au nom de 2 associations de patients experts parce que j'interviens dans les hôpitaux parisiens où on est vraiment en équipe et ce serait pas très juste de dire qu'il y a que moi. Donc vraiment, je parle vraiment au nom de tous mes autres amis patients experts. Quand David, il m'a parlé de l'hôpital de Mont-de-Marsan et ce qu'il faisait chez vous, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que ça correspondait tellement à ce que moi, j'avais connu à l'hôpital Bichat où à l'époque, on était encore petite structure de de patients. Vous faites exactement, c'est vraiment intéressant, exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on recherche chez nous, c'est tout à fait ça. C'est des compétences de mise en relation, on est capable d'entrer en relation avec des patients. On parle finalement, comme on est passé par les soins et eh bien, on est capable de parler à la fois le langage des soignants et le langage des patients et on peut faire cette mission de double traduction qui s'appelle le bilinguisme. Hem, il y a aussi quelque chose que vous avez tout à fait décrit, c'est le fait que quand nous, on arrive dans des chambres, eh bien, le patient voit ce qu'il pourrait devenir. On incarne vraiment quelque chose, on incarne l'impossible et puis, nous, on se souvient de ce qu'on a été. Donc ça, je trouve que ça, c'est toujours des bonnes, c'est important pour nous de ne pas toujours s'éloigner du soin. Donc il y a ces compétences-là et puis, il y a quelque chose qui est très important et vous l'avez évoqué aussi avec la supervision, c'est que il y a cette distance avec les patients qui est finalement notre posture est telle que quand on va rentrer avec un patient, on va rentrer très vite en relation avec lui. Il y a presque une reconnaissance, presque animale en fait, parce qu'on se reconnaît entre addicts et c'est cette distance qui va être en général très proche et qu'il va falloir justement beaucoup travailler avec vous parce que
il faut avoir une bonne distance. Alors, je sais bien que la bonne distance, c'est compliqué à obtenir, mais justement avec nous, Addict, eh ben, on a besoin de vous, professionnels de santé, pour nous aider à ne pas être trop en fusion. C'est souvent ça. En fait, l'écueil, c'est d'être trop en fusion avec des patients. J'ai pas tellement peur du fait des patients qui sont trop distants. C'est pas le genre de patient expert. Donc, mes compétences, c'est ça. Et puis finalement, ce que les soignants ont repéré, c'était ma capacité à rentrer en relation avec eux aussi et à pouvoir aller expliquer aux soignants, et ben finalement, ce qu'était cette maladie addictive, comment on vivait les choses, comment on vivait toutes les étapes de notre parcours. Et finalement, en prenant de la distance, en travaillant cette distance par rapport à la maladie, on a été capable, à plusieurs, on est capable, quand on suit ce parcours de certification de patient expert, de prendre cette distance pour pouvoir non pas aller raconter notre histoire, parce que on va pas se contenter d'un témoignage, mais d'être au plus près du patient, aller retrouver quelque chose dans le patient qui va pouvoir faire un lien. Ça peut être en dehors du produit, hein, mais pour créer quelque chose de l'ordre du lien et de l'accompagnement vers. Alors pour l'instant, moi, les personnes qui m'ont demandé de l'aide étaient plutôt des personnes qui étaient qui avaient une décision d'arrêt. Mais si des personnes étaient en consommation contrôlée, je me sentirais aussi tout à fait à l'aise pour les accompagner dans ce parcours-là. Et puis, c'est exactement aussi, et je termine là-dessus, c'est que on participe aussi à la formation des soignants et on s'est rendu compte que les retours des soignants étaient vraiment formidables et on a même joué des mises en situation où les soignants jouaient le rôle de patient. Et ça a été, c'était une découverte pour nous tous, en fait, pour eux et pour nous. Et à tel point que maintenant, on enseigne dans les facultés de médecine. Et là, je suis entre deux, parce qu'après vous, je vais enseigner à la fac de médecine auprès des étudiants en médecine générale, parce que finalement, le patient expert, on doit être. Enfin, une des missions aussi, c'est d'aller expliquer à tous les intervenants de proximité que ils ont tous un rôle à jouer finalement. Il faut nous parler, évidemment. Voilà. Merci. Comment nous parler? Je retiendrai personnellement les mots reconnaissance animale entre addict et ex-addict. Ça va te poursuivre très longtemps, ma chère Ariane. Allez, alors, vous allez répondre rapidement. Concrètement, j'insiste concrètement, qu'est-ce que vous faites tous ensemble dans un service? C'est quoi les tâches que vous partagez, les missions que vous partagez? Où est-ce qu'elle est la place du patient expert? Euh, Qu'est-ce que vous faites tous ensemble? Qu'est-ce que vous faites avec un patient expert et non pas à côté d'eux? David, qu'est-ce que tu fais avec l'équipe? Alors, on fait plein de choses avec le temps qui nous est imparti. Notamment, on crée des staffs, on fait des réunions pluridisciplinaires. Donc, c'est-à-dire que on va parler des personnes qu'on accompagne. Donc, généralement, hein, c'est l'équipe qui pense que c'est opportun d'accompagner telle personne. Donc, c'est l'équipe ensemble qui va décider si je vais accompagner cette personne ou pas. Et après, suivant chacun, le psychologue, il va faire le psychologue, hein, le médecin addictologue va faire le médecin addictologue, l'infirmier va faire l'infirmier, et moi, je vais faire le patient expert. Et on va se réunir, on fait ça tous les mardis, là, entre midi et 2, et on va discuter d'un cas bien précis pour qu'on expose chacun nos difficultés ou les choses qui vont bien. C'est-à-dire que voilà, on sait très bien qu'un addict, enfin, moi je l'ai fait pendant des années, j'ai baladé les soignants pendant des années, je pouvais dire quelque chose à l'un, complètement autre chose à l'autre, et ça va nous permettre de connaître les freins, de savoir pourquoi la personne elle avance pas autant qu'elle le devrait, et donc en discutant comme ça avec toute l'équipe, donc et des visions complètement différentes, on arrive à se recentrer et souvent à trouver, voilà, c'est là que ça bloque. Et ça peut venir de, moi je suis trop sympa, ou moi j'ai pas osé dire ça, voilà. Vraiment, et c'est pour aider la personne. Et il faut aussi savoir que à chaque fois qu'on fait ça, on le fait avec l'autorisation de la personne concernée. Hein. Moi, si je dois livrer quelque chose à l'équipe soignante, j'ai toujours l'accord de la personne. Je la demande. Ok. L'équipe, qui veut répondre? Alors oui, ce que Oui. dit David, oui, pardon. Allez-y, Par le allez-y. micro.
Pour rejoindre David, du coup, oui, le staff, c'est vraiment important parce que c'est là, finalement, où chaque membre de l'équipe partage ce qu'il a ressenti, ce qu'il a recueilli de la personne suivie et surtout d'avancer ensemble vers la combinaison optimale, comme on dit en addictologie, la combinaison relationnelle, sociale, biologique et médicamenteuse, voilà, dans le peu qu'on a de ressources médicamenteuses, mais en tout cas, vraiment, la sphère la plus importante, c'est la relationnelle et sociale. Et donc, le fait d'avoir à chaque fois cet ajustement à l'accompagnement de la personne avec tout ce qui a été rapporté de par donc, les infirmiers, les psychologues, l'assistance sociale. On a aussi une diététicienne en addicto, les sages-femmes aussi quand on accompagne des personnes qui sont enceintes ou qui relèvent en fait d'un suivi gynéco. Donc toute cette sphère-là, elle est travaillée à chaque fois et en fait ce qui ressort, c'est que vraiment on se rapproche des objectifs de la personne. C'est très personnalisé. Donc le fait que David, par exemple, puisse intervenir à domicile, et avoir le retour, comme disait Nicolas tout à l'heure, de l'entourage, de par donc le regard de David, ça nous permet vraiment d'avancer vers cette combinaison plus rapidement et peut-être moins patauger dans le suivi. Parce que le suivi peut être très long, comme on le sait tous, hein, en addicto, et de s'ajuster au plus vite à la demande et à la capacité de la personne, c'est vraiment ce qui va lui permettre d'accéder à une qualité de vie, quoi. Voilà, finalement, c'est vraiment l'objectif final. Voilà. Très bien. Personne ne veut rajouter. Ariane, tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors nous, comme on est plus nombreux, en fait, on arrive le matin, on a un temps d'échange avec les équipes qui nous parlent des patients qui sont hospitalisés et en fonction de nos appétences, de notre parcours, de notre histoire, eh ben c'est l'un ou l'autre d'entre nous qui va les rencontrer. Et finalement, on est comme vous, c'est-à-dire on est vraiment sur on essaie d'être au plus proche du patient. Et, et chacun d'entre nous va avoir des patients. Et après, on fait un retour aux membres de l'équipe sur les patients qu'on a rencontrés, sur les difficultés éventuelles, pour que et là, on a toujours un temps de supervision pour qu'on ne reparte pas de l'hôpital avec quelque chose qui nous serait resté sur le cœur. Donc ça, c'est toujours ce temps-là qui est pris avec nous. Et alors, on va voir le patient et on est bien évidemment tenu au secret partagé, hein, mais et c'est sûr que si un patient nous dit, ben ça, tu le dis pas aux soignants, nous, enfin, en tout cas, moi, je sais que je dis, bah non, là, c'est tellement important que moi, je peux pas le garder pour moi. Est-ce que tu m'autorises à le faire? Et en général, si le patient nous l'a dit, c'est parce qu'il a envie qu'on le dise. Mais il y a ce respect du patient. Donc ça, c'est une organisation type où on va aller participer, une journée type, où on va également co-animer des groupes de parole qui sont co-animés avec un soignant et avec un patient expert. Et c'est là où on est vraiment dans notre vrai partenariat parce que c'est important que les patients écoutent, entendent les deux voix qui sont tout à fait complémentaires. Et c'est vrai que nous, vous avez raison, on va pouvoir s'autoriser, pas en groupe de parole, mais en individuel, on va pouvoir s'autoriser à dire à un patient, bon là, tu es en train de me préparer ta reconsommation en fait. Chose que vous, les soignants, vous allez avoir du mal à verbaliser comme ça. Oui, donc Donc, une liberté de parole assez importante, en fait, pour le Oui, patient expert. et moi, beaucoup me disent, hein, ils me sortent des trucs, ils me disent quelque chose, et j'ai dit, mais ça, tu en as parlé avec Nicolas ou Christophe? Ah, non, non, j'ai pas osé. Voilà, ils vont se libérer des fois plus facilement avec nous parce que c'est vrai, je suis désolé, hein, l'équipe, mais vous êtes les sachants et vous nous faites, au début, vous nous faites peur. Hein. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire et comment ils vont me juger si je dis ça, ils vont penser que je suis cette personne-là. Voilà, c'est la grande difficulté. Et c'est vrai qu'entre dépendants, bon, ben, toutes ces barrières-là, elles sont tombées. Souvent, moi, j'explique dès le départ j'ai fait pire que toi. Donc, vas-y, balance, quoi. Balance, tu risques rien. Alors, je rappelle à tous les gens qui suivent ce webinaire avant qu'Ariane réagisse que vous pouvez poser des questions en appuyant sur le bouton QR questions-réponses. Il est normal que vous ne vous voyez pas à l'écran parce qu'on est en webinaire.
Donc, c'est normal. Vous nous voyez nous, mais vous ne vous voyez pas vous. Mais vous inquiétez pas, vous êtes connectés, vous pouvez interagir avec nous. Ariane, je te laisse finir et je repose une question parce que le temps passe. Je vais faire court, mais vous voyez, on vous a tellement menti, on n'a tellement pas été en capacité de vous dire la vérité, qu'on sait que de toute façon, le mensonge est inhérent à la maladie addictive. Mais comme on est passé par là, on va pouvoir libérer les patients aussi de ce poids-là. Et ça, on partage ça tous, patients rétablis, c'est de dire, oh, mais quel bonheur de pouvoir voir un médecin et dire la vérité. Ça, c'est Mhm. sûr que c'est un vrai cadeau qu'on s'offre. Oui, tout à fait. Alors, en écoutant David, je pensais par rapport à l'image qu'il pouvait avoir a priori d'une équipe soignante et les craintes qu'il pouvait avoir. Je suis revenue à la question que nous pose Jean-Michel sur les a priori de l'équipe soignante et je me suis dit que les patients experts aussi avaient des a priori par rapport aux équipes de soins et d'accompagnement des personnes hospitalisées. C'est dans les deux sens, hein, les a priori. Alors, très concrètement, encore, on continue dans le concret, hein. Après, on va parler de gros sous, donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Euh, Quelles infos, et là, c'est une question pour l'équipe soignante, quelles infos vous donnez aux patients experts addiction et quelles informations vous ne donnez pas, si tant est qu'il y en ait? Moi, je veux bien commencer à répondre. Oui. Les cas, enfin, tous les cas que j'ai proposés à David, en fait, moi, j'ai été, alors tous les patients ou patientes étaient informés et j'avais l'accord pour partager des informations. En fait, ma difficulté, c'était de quels moyens j'utilise pour transmettre des informations personnelles d'un patient. Des fois, j'ai été en difficulté. Alors, soit c'est oralement parce que David avait le temps de passer ou un jour il passait et là, je profitais de son temps. Après, pour la transmission d'infos écrites, j'avais pensé moi à une fiche toute faite et tout, mais c'est pas dans un réseau sécurisé et donc ça m'a posé problème et question. Donc j'ai pas poursuivi et en fait j'ai pas de difficulté je garde pas d'informations. Quand je propose à la patiente ou au patient de partager sa situation avec David, enfin, je le dis pas, mais je ne fais pas de tri. Tout me paraît important. Alors je fais une synthèse. Hein. Le but c'est de pas y passer 2 heures et d'être efficient et que David sache ce qui est nécessaire à savoir, et on n'est pas forcément obligé de rentrer dans les détails, mais ça n'enlève rien à la qualité des informations. Ce qui me pose problème, moi, c'est le support. Comment je fais pour être sécurisé dans ma transmission d'informations, ce qui me paraît extrêmement important. Donc c'est souvent par l'oral. Je privilégie l'oral et le moins d'écrit possible. Après, David, aujourd'hui, il n'a pas un accès il n'a pas d'accès informatique au dossier informatique médical du patient. Et c'est une vraie interrogation aujourd'hui qui est largement discutable. Mais en tout cas, voilà. Moi, si j'ai une difficulté, c'est ça. C'est la transmission d'infos. Et ce que je voulais rajouter par rapport à la question précédente, c'est à la première consultation que je fais avec tout patient ou patiente, je présente l'équipe, j'essaie de mettre en confiance, en mettant en confiance le ou la patiente pour faire descendre un peu la pression parce que c'est compliqué de venir parler de ses dépendances. Hein. Et je présente David dès la première consultation en disant voilà, s'il y a un besoin, si on voit que ça a du sens pour vous, pour nous, et qu'on pense que voilà, on a quelqu'un qui a ce rôle-là et dans l'équipe. Donc, le patient, au départ, sait que David existe. Voilà. Et après, on voit à quel moment il rentre dans la boucle. Il peut rentrer rapidement ou on peut attendre un peu. Bon, tout dépend du cheminement. Quoi. Merci beaucoup. Je pose la question aux deux psys de l'équipe, là. On a deux psys. Les psys, c'est des gens qui ont ce grand respect intrinsèque hein, de la parole du patient. Quelles infos vous donnez à David, vous, les deux psys là? Il va Nicolas. Ouais, je commence. Nicolas? En fait, un peu comme pour Christophe, hein, en soi, il n'y a pas d'information cachée tant que le patient est au courant et qu'il est d'accord que ce soit transmis. Maintenant, voilà, sur certains traumatismes qu'on peut travailler,
dans les premiers temps, le patient peut verbaliser ou je lui demande. En tout cas, il peut me dire, ben voilà, ça, j'aimerais que pour l'instant, ça reste entre nous le temps qu'on le travaille et que ça ne s'ébruite pas de suite, même des fois vis-à-vis de l'équipe. Hein. Donc, en tout cas, ça, on le garde pendant un certain temps. Et après, l'objectif pour que le patient puisse avancer avec le travail pluridisciplinaire, c'est qu'évidemment, à un moment donné, ben, les informations soient partagées. Et David a accès à ces informations-là comme n'importe quel autre membre de l'équipe à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, je ne vois pas clairement d'informations auxquelles David n'aurait pas accès. À part ce fameux dossier médical, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui pour l'hôpital, mais que c'est quelque chose qui peut être aussi questionné et discuté. Oui, c'est ça. On va donner les grands traits de l'anamnèse concrètement. Et effectivement, les petites histoires dans l'histoire n'ont pas forcément leur place. Ça sera au patient que rencontre David, à la personne que rencontre David, de lui partager s'il le veut. Mais voilà, oui, les grands traits de l'anamnèse, ce qu'il va lui être utile de savoir pour le rencontrer la première fois. D'accord. Mais Les éléments qui font pour sens soigner. Oui. pour l'aider à mieux comprendre. D'accord. Ouais. Non, Mais attends, David, s'il te plaît, parce que là, je finis et après, je vais te passer la parole tout de suite parce qu'il y a une question pour vous. On a Olivier. Alors, il y a plein de commentaires. Donc, je lis les commentaires tout en essayant de vous poser des questions. On a, excusez-moi hein, pour tous les gens qui n'auront pas leurs questions de poser, mais on peut pas. Hein. Il y a Olivier qui dit, dans beaucoup de situations, il persiste des a priori et les soignants nous perçoivent toujours comme des anciens, comme des malades, même après 30 ans d'abstinence. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et je propose à FPEA de faire un webinaire spécial sur la question du rétablissement où on invitera des professionnels de santé. Olivier, je vous donne rendez-vous dans ce prochain webinaire. Je pense que c'est quelque chose de très important. Lorsqu'il y a Maud nous dit, lorsqu'il y a ces réunions en mini-équipe pour analyser les freins au rétablissement de la personne, serait-il possible de convier de l'y convier afin qu'elle participe au processus de réflexion? Donc ça, c'est plus une question de démarche interne dans les services, hein. Mais on a une question pour les patients experts. Donc Ariane et David, êtes-vous prêts? En tant que patient ou patiente experte, c'est Thomas qui vous pose la question, avez-vous eu à faire face à des réticences de la part de patients? Ou alors, êtes-vous toujours bien accueilli? alors, je vais commencer. Moi, il m'est tout arrivé en fait. J'ai une personne, on a discuté une petite demi-heure et je lui ai parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et la personne m'a dit, mais tout de go, hein, ah ben ça m'intéresse pas. Hein. Donc voilà, il y a pas que des grandes rencontres, mais par contre, la majorité euh, me disent que le soutien de quelqu'un qui a connu ces moments leur sont très utiles. Et pas forcément pour ce que j'ai vécu, c'est vraiment pour l'écoute, cette écoute non jugeante. Enfin, moi, tous, ils me disent, mais quand je te parle, mais ça me fait du bien. Alors, peut-être parce que je les rassure, parce que voilà, je suis comme eux, quoi, vraiment. Alors moi, ce que je voulais... Pardon. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, la façon dont les patients nous traitent dépend beaucoup de la façon dont l'équipe de soins... Oh, pardon. On t'entend bien, Ariane, hein, on t'entend bien. Mais on t'entend malgré le bruit, Ah, vas-y. la façon dont les patients nous accueillent dépend vraiment de la façon dont l'équipe soignante nous a présentés. Si vous, l'équipe soignante, vous êtes persuadé de l'intérêt, de notre intérêt, si vous vous présentez comme ce que vous faites avec David, ou quand d'autres patients dans des hôpitaux, on leur dit, vous restez dans vos chambres tel jour parce que les patients experts arrivent, et bien, ça crée déjà les conditions d'une bonne rencontre. Alors maintenant, effectivement, il peut y avoir des patients. Moi, je me souviens d'un jour, une patiente, j'arrive, je lui explique, voilà, hein, et elle me dit, non, non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, bon, ben, c'est comme vous voulez, moi, je suis là toute la matinée. Et elle me rappelle, je pars, elle était dans le couloir, elle me dit, ça marche aussi avec les benzodiazépines. Voilà. Mais, mais vraiment, c'est parce que vous croyez en nous aussi que la rencontre va pouvoir être faite. Il y a justement une question encore pour vous deux.
les patients experts, toutes simples, hein, de Maude. Bonjour Maude. David et Ariane, est-ce que vous faites des entretiens individuels et est-ce que c'est autorisé du coup par l'équipe soignante? Vas-y, Ariane. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est formidable, c'est que euh, vous voyez, quand on va moi, quand j'interviens dans les structures hospitalières, quand je suis à la chambre avec un patient, eh bien, quand les soignants, ils arrivent, ils me voient, ils me disent, excusez-moi, on reviendra plus tard. Vous imaginez ce niveau de respect, c'est quelque chose qui est incroyable, qui me meut encore. Donc oui, entretien individuel. Et ce qui est formidable, c'est que on n'a pas de temps. C'est-à-dire que voilà, c'est en fonction du patient. Et donc, on restera le temps qu'il faut. Et ça, c'est un vrai luxe qu'on ne peut pas s'offrir dans beaucoup d'endroits. Mhm. Et je parlais d'écoute tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi. C'est vrai que on a plus de temps que les soignants. Voilà, on sait que les équipes travaillent à flux tendu. Il nous faudrait des équipes beaucoup plus grandes vu l'afflux. Et nous, souvent, on a un peu plus de temps. Donc, ben, ça peut durer 20 minutes, mais des fois, ça dure 2 heures. Ben, ça dure 2 heures. Et c'est là que en fait, c'est à la dernière minute que la personne va délivrer quelque chose et c'est là qu'elle va avancer en fait. Parce qu'on a eu le luxe de perdre ce temps. Mhm. Alors, on a plein de questions, on est paumé là. Jean-Max nous dit, en même temps, le savoir expérientiel, c'est d'avoir été ou d'être malade, justement, d'où l'idée de malade en rétablissement ou rétabli. Il ne faut pas à tout prix vouloir rejoindre les gens qui ne le sont pas ou les autres soignants pros, au risque de perdre cette différence essentielle, non? C'est une remarque, hein, je la Ouais. donne comme telle. Sylvie nous dit, là encore une remarque, vous témoignez professionnels et patients experts de situations quand même idéales d'intégration d'un PEA au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Merci de me donner de l'espoir, mais il me semble que la réalité soit bien différente et que peu de structures de soins institutionnelles sont prêtes à accueillir un PEA aussi facilement tant en termes administratifs de fonctionnement que budgétaires. Nous dépendons donc des disparités régionales avec les ARS et des priorités aux contraintes particulières des établissements. On va y revenir, Sylvie. Voilà. Très bien. OK, on continue. Il y en a plein, hein, on a vraiment beaucoup de questions. Alors, ben justement, les obstacles. C'est quoi les obstacles à l'intégration d'un patient expert addiction? Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. On va commencer par la grande peur. L'équipe soignante, vous avez peur que David reconsomme? Vous avez peur que le patient expert rechute? Vous y avez pensé? Soyez honnête. Bien Oui, sûr. bien sûr. Et Alors alors? oui, ça fait partie intégrante de l'addiction, finalement. C'est normal si cela arrive. Donc, bah, il sera accueilli comme il est pleinement. Donc, il y aura bah, le suivi du soin. Alors après, c'est vrai que c'est une étape, ça va être à David de nous le dire. Du coup, combien de temps il faut, comme un arrêt de travail, en fait, pour quelqu'un un collègue de nous qui a un problème de santé, il est arrêté et on lui fait un arrêt de travail. Et combien de temps ça va durer? Pour un cancer, on fait bien des arrêts de travail aussi à mi-temps thérapeutique, hein, pour que la personne puisse se remettre. Donc, c'est exactement le même regard pour moi à ce niveau-là par rapport à la place d'un patient expert. C'est un collègue de travail, encore une fois. Oui. C'est là qu'on se rend compte de ce qui se passe à Mont-de-Marsan, hein. C'est vrai que voilà, on a une équipe formidable, hein. Je me permets, Fanny, euh, tout le monde n'en est pas encore à ce niveau-là de compréhension de la C'est clair. pathologie. C'était aussi l'objet de ce webinaire, hein, c'est de montrer un exemple qui marche. Mm. Et dans les webinaires suivants, on montrera aussi des expériences plus douloureuses ou plus difficiles, hein. Mais c'est bien de commencer une série de webinaires en apportant un exemple qui est porteur d'espoir, aussi bien pour les équipes soignantes que pour les patients experts addiction. Donc, surtout en 1 heure, on ne peut pas montrer toutes les réalités. Mais pour ça, on a plein de webinaires, on a toute l'année pour en faire. Donc, on a le temps, hein, ça c'est important. Ariane, est-ce que toi, tu t'es sentie à un moment stigmatisée en tant qu'ancienne malade ou en tant que patiente dite experte? Est-ce que tu as senti vraiment cette mise de côté, cette crainte ou des craintes de la part des équipes soignantes?
Oh non, j'ai trop de chance, moi. J'ai jamais ressenti ça dans aucune équipe de soins dans laquelle je suis intervenue. J'avoue que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est encore une fois parce que l'équipe, elle est persuadée de notre intérêt. Et c'est pas possible si l'équipe, si notre intervention, elle n'est pas portée par tout l'établissement. Et je pense que c'est compliqué et c'est ce qu'on lit dans les témoignages qui sont à droite. Et c'est ce qu'on entend aussi de patients experts. Mais c'est vrai que c'est cette grande chance, c'est que vous, soignants, vous soyez vraiment persuadés de notre intérêt. Et si c'est le cas, ben vous allez pouvoir porter en amont notre intervention, l'interroger en aval, et du coup, ça crée, oui, toute une continuité dans notre intervention. Donc, non, non, j'ai beaucoup trop de chance. J'ai jamais ressenti de stigmatisation. J'ai pu ressentir la stigmatisation vis-à-vis d'un, d'un, d'un accompagnant qui était dans la chambre d'un patient. Et là, ça rejoint une question de Nathalie qui disait attention à l'entourage. C'est vrai que moi, de mon côté, je vois la personne séparément. Et je fais bien une distinction entre la personne et son entourage. Et en fait, si je m'occupe d'une personne, je m'occupe que de cette personne. Par contre, ça peut m'arriver de m'occuper de l'entourage, mais je m'occupe pas de la personne. Voilà, je fais Oui. attention à ça. C'est ce que nous dit très bien Nathalie dans les commentaires, hein. Elle dit Ouais. attention à notre positionnement vis-à-vis de l'entourage. Connaître l'entourage et pas la personne concernée et inversement entraîne le moins de biais possible quant à la prise en charge en addictologie. Personnellement, accueillir les deux ensemble me met dans l'inconfort, nous dit Nathalie. Voilà. Donc ça croise complètement avec ce que tu viens de dire, Ariane. Alors, Je- est-ce que oui, je pourrais compléter juste mais bien sûr, bien sûr, bien pour sûr. compléter sur ce sujet-là? Dans le service, on a des relations, on travaille en horizontal, c'est-à-dire que on n'est pas dans la verticalité. Il y a une hiérarchie parce qu'il y a une chef de service, voilà, comme dans tout service, mais et ça se fait assez naturellement et on partage tous ces valeurs-là. Et je pense que David a intégré ce système-là et on ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas dit parce qu'on ne raisonne pas comme ça. C'est que chacun est au même niveau, chacun amène ses compétences, son savoir avec ce qu'il est. Et je pense que on n'est pas chez Michel Drucker pour se donner que, et on n'est pas dans le monde de oui, oui, mais la personnalité de David fait que aussi, euh, il amène ce côté-là où on sent, alors c'est du ressenti, mais il faut qu'on fasse avec aussi. On sent qu'on peut lui faire confiance, que ce qu'il amène, c'est pas du blabla, quoi, hein. Il a quand même derrière cette envie d'apporter ce qu'il veut apporter, le rôle qu'il veut apporter, c'est concret. On n'est pas dans de la posture et chacun est au même niveau. Et ça, et c'est vraiment du partage d'expérience, du partage, et chacun amène ce qu'il peut amener, ce qu'il va amener. Et c'est ça qui rend la relation où on ne se pose pas trop de questions. Moi, à David, je lui fais confiance. Alors, ce n'est pas une confiance en disant, tu n'as pas intérêt à reconsommer, et je suis pas dans ça. Mais je lui fais confiance parce que il me paraît solide et que c'est un ressenti naturel. Et la question ne me vient même pas à avoir un doute. Est-ce que ça me pose problème Pour moi, il est abstinent et c'est derrière lui et ça me paraît plutôt solide. Donc la question ne se pose même pas, quoi. Voilà. Mhm. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde là pour cette question. Alors, on a beaucoup parlé et on parle beaucoup de l'acculturation des équipes. Alors, l'acculturation, c'est un gros mot pour dire la préparation des équipes pour accueillir un patient expert ou un père aidant. Est-ce que vous avez fait un travail de préparation à l'interne avant d'accueillir David? Non. Non, voilà, c'est ce que je me disais aussi, mais je vais poser la question quand même. Pour Mais les pas. autres équipes, alors c'est un interlude. Pour les autres équipes, c'est très important. Vous D'accord. verrez, ça vous fera lever des résistances, vous poser les bonnes questions et éviter que ça cafouille au début. Mais on en reparlera, on fera un webinaire sur l'acculturation des équipes. Alain, tu notes tout parce qu'on a plein de Après, thèmes là. Oui? pardon, juste pour préciser, on avait déjà à Mont-de-Marsan une culture du partage, enfin du lien avec les anciens consommateurs. On était assez proches on a 2 associations sur Mont-de-Marsan, Entraide Addict et les alcooliques anonymes. Et on travaillait déjà de pair avec eux. On orientait déjà des patients vers les assos. Enfin, on avait déjà cette culture du langage qu'on n'a pas, nous les soignants, et que le patient trouvera avec d'autres personnes dans la même situation que lui. Donc, j'allais dire, enfin,
la culture était déjà là, en fait, de ce lien-là. Le patient expert, c'est une plus-value, plus proche, mais la culture existait déjà. D'accord. Ok, merci. Donc, le patient ou la patiente experte intervient dans le cadre de travail de l'équipe et on est bien dans un cadre d'action et d'activité qui est très clair, qui est bien posé, hein, aussi bien pour l'équipe soignante que pour le patient expert, d'accord? Alors là, on a plein de questions par rapport à la rémunération et et bien sûr au statut. Alors, on a Laurent qui nous dit, dans la mesure où il n'existe pas de cadre juridique et légal, en tout cas pas encore, mais ça va venir, en France pour les PEA, sur quelle fiche de poste et grille de rémunération se base l'emploi d'un PEA? Alors, David, l'équipe, c'est quelle base? Et après, Alors, je passerai la parole à Ariane. ouais. En fait, c'est en discutant avec la RH de l'hôpital. C'est vrai que sur ce sujet-là, elle était très embêtée parce que travailler ensemble, super, mais comment le faire, tout de suite, ça devenait compliqué et surtout comment me rémunérer. Mais on a trouvé une astuce, c'est que moi, j'avais une association et l'hôpital pouvait passer une convention avec cette association et qui après, l'association pouvait m'employer, par exemple. Hein, m'employer, enfin, donc, mais c'est vrai que directement, c'était assez compliqué. Ce qui n'existe pas, par exemple, avec les médiateurs santé-pair, où là, il y a un statut. Donc, tout ça, voilà, on recherche, mais bon, avec France Patient Expert, on se bat avec les autorités compétentes pour que ça devienne un métier. Mais c'est vrai que c'est encore un peu bizarre, quoi. Bon, mais ça arrive lentement, mais ça arrive. Mhm. D'accord. Ariane? Et ben nous, dans les hôpitaux dans lesquels nous intervenons, en fait, c'est bénévole. Mais il y a une convention qui est passée avec l'association dans laquelle on est pour être couvert juridiquement pendant le temps d'intervention de l'hôpital. Mhm. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que faire partie d'une association, ça vous a apporté un plus, les deux PEA, là, très rapidement, vous avez une minute, hein. Ah Ça fait ben, la différence? oui, et de faire partie d'une association, oui, parce qu'on est Ouais. porté, et de faire partie de France Patient Expert, alors là, ça nous fait exploser. Mhm. Et Oui, parce que du coup, c'est appartenir à une communauté de patients et ça, c'est 1 plus 1 égale 3. ouais, c'est une garantie pour vous, les soignants? C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question, parce que c'est une garantie. On s'est jamais posé la question, je crois. C'est très important parce que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est solitaire, hein. Oui, tout à fait. Euh, Ça rejoint la question du coup du parcours, dont on a déjà discuté d'expertise, voilà, la oui, formation qui est proposée. oui. Donc oui, surtout quand enfin, encore une fois, on a vraiment la chance parce que David, il est vraiment très investi, il est même le président. Donc Mm. forcément, on a les recommandations qui sont, à jour, à ce niveau-là et ça nous permet vraiment d'aborder sereinement, cette question-là. Et même l'accueil d'autres PEA, par exemple, hein, ce qui pourrait être envisagé. Donc, d'avoir un recours à quelque chose qui est validé, expertisé, voilà, c'est une véritable formation avec une supervision derrière. Oui, c'est rassurant. Et c'est rassurant, je pense, plus dans le sens aussi de la personne qui va être embauchée, finalement, Mhm. parce qu'elle aura sa légitimité et un appui, quoi. Puisque voilà, ça D'accord. démarre pas de rien, Mhm. c'est cadré Mm. et soutenu. D'accord, merci. Alain, tu vas remettre ton image, s'il te plaît, et tu auras moins de 5 minutes pour parler, autant que les règles soient données dès le départ. Et j'ai juste une question pour toi à la suite. Donc, tu vas voir. Alors, Alain, on a des questions par rapport à la formation, hein. L'équipe vient de parler justement de formation, on l'a entendu. On a évoqué là où les formations. Est-ce que tu peux nous citer ou nous dire à peu près où nous repérer? Il ne s'agit pas de détailler les formations, mais si moi, j'ai un parcours et je me dis, ben, ça m'intéresse, la patience expertise, est-ce que
où est-ce que je vais me former? Parce que c'est important, la formation, quand même. On l'a entendu, hein. Cette base de compétences, là, bien assise, c'est important. Ça complète le savoir expérientiel. Oui, alors, donc FPEA et la PHP donc, propose un parcours de formation certifiant qui s'appelle Exercer une activité de patient expert dans le champ des conduites addictives. Donc, il y a une formation qui, donc, sur cette certification, il y a une formation qui est proposée par la PHP, donc avec l'APEA qui est l'association qu'évoquait Ariane, hein, je crois qu'il faut dire son nom, hein, c'est la PEA. Et puis, on a une autre formation qui est proposée par FPEA et qui mène à la même certification. Hein, ce sont deux chemins différents pour arriver à la même certification. Alors, la formation de la PHP, c'est une formation par vague d'une année en présentiel. Hein. Voilà, donc on accueille alors entre 7 et 12 personnes ou 7 et 15 personnes, ça dépend des années, donc à la PHP. La formation proposée par FPEA, c'est une formation à entrée-sortie permanente et entièrement en ligne. Donc, entrée-sortie permanente, ça veut dire qu'on a 6 à 7 candidats qui rentrent tous les mois dans le parcours. Hein. Donc, on avait une question dans le questionnaire, enfin dans le questionnaire d'inscription sur les délais. En fait, les délais, c'est à partir du moment où vous avez complété on vous demande de remplir un petit livret d'accueil. À partir du moment où vous avez complété ce livret d'accueil, il y a un délai de 2 mois pour finalement avoir l'entretien d'accueil. Hein. Après, ce qui se passe avant, bah, ça dépend. Hein. Mhm. Donc, vous pouvez nous contacter sur donc, fpea.fr/CPEA. C'est une adresse facile. Je la remettrai dans le chat et on rentrera en contact avec vous. Tu ne Là, la remettras pas dans le chat parce qu'il n'y a pas de chat, tu ne l'as pas ouvert. ah bon, Donc, c'est fpea.fr/CPEA. Par ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres formations, Alain, d'autres lieux où on peut se former ou d'autres structures qui proposent des formations en pérédance addiction? oui, alors, il y a des DU. Il y a des DU donc un peu partout en France. Hein, je peux pas tous les désigner autour de la pérédance en général. Donc, dans diverses universités. Il y a des formations aussi qui sont proposées par les associations, par les grandes associations, autour de la pérédance. Et puis, les associations vont aussi proposer des formations à des compétences qui sont incluses dans la certification. Hein. Donc, je voulais juste te dire que les compétences qu'on attend dans cette certification, il y en a 7. C'est autour de l'accompagnement, autour de la capacité aussi à prendre soin de soi. Hein. Donc, voilà, ne pas travailler seul et pouvoir faire des analyses de pratique avec d'autres personnes, d'être supervisé si on a besoin d'être supervisé. C'est une compétence autour de l'orientation, pouvoir indiquer à un patient où il en est dans son parcours et qu'est-ce qu'il peut faire à l'issue d'un parcours. C'est une compétence autour de la prévention, donc agir enfin, voilà, co-animer des actions de prévention, une compétence autour de enfin, de la collaboration en équipe. Hein, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, hein, c'est cette compétence-là. Et puis, une compétence autour de la formation. Les patients experts, et Ariane en a parlé, interviennent dans les formations de soignants, hein, qu'ils soient médecins, kinés, infirmiers, etc., ou de travailleurs sociaux, pour présenter à la fois l'intérêt de la collaboration avec les patients experts, mais aussi parce qu'ils peuvent être pointus sur des aspects, par exemple, de réduction des risques, où ils peuvent apporter aussi des connaissances aux soignants. Bon, merci, Voilà. Alain. Ouais. Et Et fini? une La dernière compétence. dernière? Ouais, vas-y. Une dernière compétence, c'est le partenariat en santé, c'est-à-dire la capacité à porter la voix des usagers dans les instances de gouvernance des structures. Alors, tu vas répondre en 2 mots, s'il te plaît, à 2 questions. Mais vraiment 2 mots, autrement on n'aura pas le temps de conclure. La première question, c'est Patrice. Bonjour Patrice, il nous laisse la question suivante. Quelle durée d'abstinence avant de suivre une formation? Alors, euh, encore une fois, il y a deux chemins. Hein. Donc, le chemin de la PHP,
Et donc là, depuis le début, la PHP demande 2 ans d'abstinence avant d'entrer dans la formation. D'accord? La FPEA c'est une position différente. Nous, on parle de rétablissement, c'est-à-dire être capable de décrire en quoi je suis rétabli. C'est en quoi j'ai abandonné les signes d'addiction, hein, les 5 C de Carilla, par exemple, et en quoi je suis reconnecté, en quoi j'ai récupéré des compétences psychosociales. Pour nous, c'est essentiel. Donc, on ne va pas prononcer le mot abstinence et on a des patients experts en formation qui sont toujours consommateurs. On en a peu, mais on en a quelques-uns, mais qui sont rétablis, qui s'assument comme rétablis dans leur consommation. D'accord, merci. On a une question, et là tu vas être très rapide aussi, s'il te plaît. D'Yvan, peut-on imaginer que d'anciens addicts, sans être patients experts diplômés, puissent intervenir dans un parcours de soins hors hôpital, moyennant bien entendu un minimum de formation ou d'accompagnement? Qui s'appelle Orio, association de patients. C'est pratiqué depuis très longtemps, hein, par les associations de la Camérup, par les alcooliques anonymes, par les narcotiques anonymes, hein, qui accueillent effectivement et qui se forment. Enfin, il y a des formations internes qui accueillent des personnes hors hôpital, mais qui viennent aussi dans les hôpitaux. Donc là, on n'est plus dans l'intégration, mais dans une forme de juxtaposition, qui viennent dans les hôpitaux pour présenter les activités de leurs associations, voire qui peuvent co-animer aussi des groupes de parole quand c'est monté comme ça dans les structures. D'accord. La formation est gratuite, Alain? Alors, elle est gratuite, alors il n'y a rien qui est gratuit, Elle est prise en charge? alors elle est prise en charge, elle est prise en charge dans le cadre du projet du Fonds de lutte contre les addictions. Et donc ce projet, il a une fin à l'horizon de la fin 2025. Et nous travaillons sur un modèle économique qui nous permettra de faire financer ces formations. Pour nous, c'est important que ces formations ne coûtent rien aux personnes qui les suivent. Donc, on trouvait les moyens de les financer. Très bien, merci beaucoup. On rappelle que ça, le mot a été prononcé plusieurs fois, mais l'importance de la supervision pour les patients experts en formation ou certifiés ou en action, hein, cette supervision est essentielle. FPEA, pour ne pas la citer, organise la supervision pour les personnes en cours de formation ou certifiées. Mais si vous travaillez ou si vous êtes investi dans la pérédance, n'oubliez pas cette dimension de la supervision qui permet de prendre le juste recul. C'est quelque chose d'important. Je reviens vers l'équipe soignante et j'aurai une dernière question pour les PEA. Il nous reste 4 minutes. Vous avez 2 minutes chacun, moins 30 secondes pour qu'on dise au revoir. L'équipe soignante, euh, c'est quoi les clés pour que ça marche de votre côté à vous? Moi, je dirais la confiance, c'est-à-dire vraiment d'avoir confiance en notre patient expert et que le patient expert ait confiance aussi en l'équipe, qu'il se sente à l'aise, accueilli. Donc, on revient sur l'accueil. Mhm. Et du coup, ben, la confiance, nous, l'équipe soignante, envers le patient expert, va passer aussi par des preuves concrètes d'engagement, d'investissement, de capacité d'écoute, de bienveillance, de non-jugement et d'accepter aussi ben, que les solutions qui ont été les solutions pour le patient expert ne seront pas forcément les mêmes pour le patient qui sera accompagné. Et donc d'être sûr d'être avec un patient expert en capacité de prendre ce recul-là et de ne pas avoir une parole d'évangile, comme on dit, mais vraiment de prendre les personnes comme elles sont, les accompagner. Voilà. Je pense que je me perds un peu, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Merci, merci mille fois. Alors, juste Nathalie nous dit, Angel Ras nous dit, à Lyon, nous lançons une enquête européenne qui s'appelle Peristaf et qui vise à récolter les données sur les pratiques et les statuts des patients experts en addictologie. Si vous êtes patient expert bénévole ou rémunéré ou que vous êtes formé à ce métier, voici le lien pour apporter votre contribution. Et Nathalie nous met le lien et son mail nathalie.enjolras@chu-lyon.fr. Normalement, tout le monde le voit. Le lien est dans Alors, les questions-réponses, oui. voilà. Alors, euh, dernière question aussi avant de conclure et qu'on parle du prochain webinaire, mon cher Alain. Pour David et pour Ariane, c'est une question de Marceau. Bonjour Marceau. Et Marceau nous dit, j'ai rencontré l'équipe de l'unité d'addictologie de l'EPSM qui m'accueillera en stage. Elle adhère totalement à l'intégration de patients experts, tant mieux pour moi.
Je sens une véritable attente et ça me met un peu la pression. Ariane, David, comment gérez-vous cette attente de la part des équipes? Quel conseil vous donneriez à Marceau? Alors déjà, Marceau, je lui propose de m'appeler ce week-end, déjà. Mais je pense qu'en une minute, ça va être compliqué de répondre à cette question. Marceau, Ariane va te faire un peu de communication animale, tu vas voir, ça va très bien marcher. Elle est, ouais. Pour l'en- Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, il faut pas s'inquiéter. On est nous, voilà, et on a notre expertise. Il faut pas avoir peur. On nous demande pas d'être un soignant, surtout pas. On nous demande pas des choses compliquées. Notre savoir expérientiel suffit. Et après, on peut se former à des choses. Il n'y a pas de problème. Mais on a notre place. Et d'ailleurs, quand on a peur de dire des bêtises, c'est que déjà, on n'est plus dans notre job. Parce que ça doit venir de nous, ça doit être d'une simplicité incroyable. Il y a rien à inventer. C'est nous, c'est notre expérience et c'est tout le savoir qu'on a acquis. Merci David, ça a été un webinaire porteur d'espoir. Et moi, je tiens vraiment à vous remercier et l'équipe du CH parce que vraiment, chapeau quoi. Je crois que tous les patients experts de France vous remercient parce que vous êtes vraiment des porteurs d'espoir par rapport à ces patients experts en devenir aussi. Une équipe géniale et un patient expert génial. Et toi, Ariane, eh ben, cette expérience que tu as de longue date maintenant de la paire aidance, c'est quelque chose qui nous est extrêmement précieux. Merci infiniment à tous. Vous êtes vraiment un modèle à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous souhaite plein de bonheur, plein de choses encore à construire, et patients, experts et équipe de santé. Alors, le prochain webinaire, Alain. Alors, attends, Alain, on va te remercier aussi parce que tout le boulot pour l'organisation de ce webinaire, c'est le monsieur là-haut, hein, que vous voyez. Il a bossé comme un malade pour faire ce premier webinaire. Merci, Alain. Merci infiniment. Il y avait tous les outils à construire. C'est notre Le jeune prochain- geek. Voilà. Merci, Alain. Chapeau pour ce travail. C'était un gros travail de ta part. Merci. Peux-tu nous dire le prochain, c'est quand et de quoi on va parler? Alors, dans le prochain webinaire, on va parler de prévention, et notamment de prévention alcool. Le prochain webinaire aura lieu le 16 janvier, si je ne dis pas de bêtises, et on sera au milieu du mois de janvier, donc le mois du défi de janvier. Donc, on va parler du défi de janvier avec des patients experts engagés dans la prévention et des soignants engagés dans la prévention. Hein, donc, on vous donne rendez-vous le 16 janvier au même endroit. Voilà. Et les autres webinaires, est-ce que tu as des thèmes à nous annoncer en prime time, même sans nous donner les dates? Alors, je crois qu'on va pouvoir parler du rétablissement, comme tu l'as évoqué, de l'acculturation, hein. On va parler de réduction des risques aussi, et en particulier de réduction des risques tabac, hein, qui est un sujet tabou en France, hein. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres, mais la liste sera publiée. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce webinaire sera en replay, hein, donc à la fois sur notre chaîne YouTube et sur le site de France Patient Expert Addiction. Euh, donc, au fur et à mesure, les annonces apparaîtront là, et puis on fera aussi des annonces sur nos réseaux sociaux. Ben, merci à tous, vraiment. Merci à vous qui nous avez suivis à cette heure méridienne pour ce premier webinaire. Pardon pour les imperfections et merci pour tous vos échanges, vos questions, vos réactions. Ça a été une richesse incroyable, les échanges en off de ce webinaire, vraiment incroyable. Merci Ariane, merci David, merci Sandra, merci Nicolas, merci Fanny, merci Christophe, merci Alain et à très bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Et merci François. Oui, merci à vous. Au revoir.